Michel Lepère, et vous, Ventura, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller à la recherche des amoureux des vieilles voitures? Eh bien voilà, il y a 15 jours, nous avons assisté à une vente d'automobiles anciennes qui se déroulait à Paris. La vente par elle-même n'était pas tellement intéressante. Mais les amateurs l'étaient. Alors on en a filmé quelques-uns, surtout ceux qui s'intéressent aux voitures des années 30. D'abord parce que nous les aimons aussi, et puis parce que je crois vraiment que c'est la belle époque de l'automobile. Difficile à dire. Je crois que j'achète les voitures que je n'ai pas pu m'offrir à 15 ans. Je crois que c'est à l'âge où l'homme s'en est de sa virilité qu'il a ses grandes envies. Et mes grandes envies, à 15 ans, c'était toutes les petites voitures de sport. J'espérais avoir plus tard. Et puis les grosses, je les admirais. Toutes ces voitures se situent entre 1930 et 1940. C'est la grande époque pour vous? La grande époque pour moi va de 1919 à 1940. Et à servir de l'œuvre d'art d'un artiste. Je pense Bugatti, mais ça peut être Rolls aussi, et je m'explique. Aujourd'hui, Volkswagen ou Renault construisent des voitures en série, c'est un bureau d'études qui l'a fait, c'est une entité, c'est un groupe de gens, on ne sait pas qui, et ils ont fait une enquête pour répondre aux besoins du public, ou au désir, ou ce qui croit être le désir du public. À cette époque-là, il y avait, on peut dire des génies, si l'on veut, ou des grands hommes, ou des grands ingénieurs, qui avaient une idée, qui la faisaient, et ils la faisaient comme ils la voulaient. Et le goût du public, c'était pas ça. Il fallait que le public achète ce qu'ils avaient fait eux, ce qui leur plaisait eux. Je crois que c'était assez l'esprit de Thor et Bugatti. C'est l'occasion de conduire autre chose, peut-être, avant tout. Puis, c'est une certaine philosophie de la voiture qui n'existe plus maintenant. C'est-à-dire? Bon. Dans le cas de ces voitures-là, moi je crois que ce qui est très frappant, c'est, disons, la façon dont elles ont été construites. Les matériaux qui sont utilisés, par exemple, dans l'habitacle de ces voitures. Il n'y a pas l'ombre d'un bout de plastique, ni de quelque matériel que ce soit qui soit un petit peu douteux ou pas de très bon goût. C'est peut-être pas très drôle de se dire, je vais m'acheter une bagnole de série, je vais m'asseoir dans mon Sky et puis je vais regarder mon tableau de bord en plastique et puis c'est pas drôle, quoi. Celui qui cherche un petit peu plus loin, qui veut peut-être se distinguer aussi un petit peu des autres, et puis surtout qui cherche quelque chose de plus beau, et une démesure, un lyrisme qu'on ne trouve plus maintenant sur les voitures du tout. Il y a certainement un petit peu de nostalgie pour certains de ne pas avoir vécu cette époque, enfin qu'il est convenu d'appeler des années folles, qui était une époque qui convenait certainement très bien à ceux qui sont un peu individualistes, peut-être un peu plus que d'autres. Je crois que l'individualisme, Il fout le camp, c'est normal, c'est tout à fait logique. le plaisir, c'est... Le plaisir, c'est ça, je crois, c'est
enfin c'est pas le plaisir, c'est un plaisir, c'est d'essayer de retrouver le plaisir de conduire qu'avaient les gens il y a 30 ans, qui n'existe plus maintenant du fait qu'il y a trop de voitures sur des routes trop encombrées. Alors pourquoi pas avoir une belle, folle, idiote, lyrique, tout ce que vous voudrez, enfin une vieille voiture de sport de préférence, et puis prendre la N343 ou la D612 avec une bonne carte, c'est pas difficile. Puis essayer de s'évader un petit peu de toutes ces histoires, enfin sans intérêt. Il y a des modes sensationnels. C'était une mode sensationnelle. C'était une mode de voiture où les gens... peut-être que c'était parce qu'entre les deux guerres, tu comprends? Ils disaient que finalement, c'est une question de gueule. Là, tu vois, hein? Voilà, tu vois, une union entre la mécanique, le châssis et la carrosserie. Ce qui me semble la définition des vintage. Voilà. C'est une très belle mode, c'est-à-dire qu'il est arrivé une époque où les voitures commençaient à tenir la route, c'est-à-dire qu'elles étaient basses, elles étaient bien centrées, et on n'avait pas encore le souci d'aérodynamique. Pour moi, le souci d'aérodynamisme a fait perdre énormément à la gueule des voitures. Et bien, le vintage, c'est ça, c'est la belle époque de l'automobile qui revient. Les vintage, ce sont les plus belles voitures. C'est des voitures avec des grands capots, des proportions extraordinaires. Et les voitures de l'époque avaient un bruit. Mais quand je mets cette voiture en marche, déjà, en rentrant dans la voiture, je suis déjà ravi. Mais quand je la mets en marche, c'est formidable. C'est absolument formidable. Il y a le bruit. Que ce soit celle-là, que ce soit n'importe quelle autre vieille voiture à partir de 1925. Oui, même le bruit du démarreur. Et ensuite le bruit du moteur. Ce sont vraiment des voitures de sport. Maintenant, une voiture de sport, il n'y a plus de voiture de sport. Maintenant, on fait une voiture de compétition qui va très vite ou une voiture de sport qui a une carrosserie sportive. Est-ce que ça, c'est des voitures, il faut faire le double débrayage pour passer les vitesses. Il y a vraiment une note sport qu'on ne trouve plus maintenant sur les nouvelles voitures et qu'on ne trouvait pas avant sur les très vieilles voitures. Partir à 4 là-dedans, c'est formidable. On se retrouve tout de suite dans une autre époque. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les coussins en cuir, Oui, il y a tout, quoi. Les coussins en cuir, les filets partout. On peut même... il y a des rideaux qui se tirent sur la vitre arrière, sur cette belle aile. Il y a le volant à 4 branches, les tableaux de bord, les cadrans, tous les boutons qui sont absolument différents de ce qu'on fait maintenant. Enfin, il y a tout, quoi. Le pare-brise qui se lève. On a trop chaud, on lève le pare-brise. Maintenant, on ne penserait plus à faire ça à cause de l'aérodynamisme des voitures. Là, on se moquait absolument de l'aérodynamisme, on cherchait à faire des voitures qui ont une très belle ligne. Les ailettes, on fait sortir l'air par des ailettes sur le capot. Je trouve ça très joli maintenant. Maintenant, l'air est évacué par-dessous de la voiture. C'est beaucoup plus fonctionnel, mais il n'y a plus de charme. Alors, dès qu'on roule, tu vois le bout du capot, tu vois le capot démesurément long, il est très long, le capot il part encore plus long qu'il n'est en réalité. Tu vois les deux phares, tu vois les ailes, et rien que ça c'est formidable. Quand je roule, je suis tellement heureux déjà de rouler en cette voiture. Moi j'ai envie d'en avoir beaucoup. J'en veux beaucoup, je veux avoir toutes celles qui me plaisent, de façon à pouvoir prendre celle qui me plaît le jour où j'en ai envie. Qu'est-ce que tu vas en faire?
Ah ça, je vais m'en servir alors. On est en première, hein. Vous prenez la première et on y va. Allez, on avance. Euh, 12 cylindres, 24 bougies, 3 carburateurs double cuve, 3 arbres à cam. Enfin, vilebrequin monté sur rouleau, pour nous, ce sont des mots qui nous enchantent, qui nous flattent l'oreille. Les voitures, ça vit. Vous roulez avec? Oui, puis un moteur, c'est magnifique. Pourquoi qu'on admirerait une statue de Rodin ou de Mayol? Pourquoi que ce moteur de cet Alfa Romeo, qui est un 8 cylindres 2 arbres à compresseur, on l'admirait pas? Il est aussi beau qu'une statue. Et en plus, il vit. OM, il y a encore toute une histoire que c'est trop long à vous raconter. J'aimais les OM quand j'avais 15 ans. Sur OM, personne ne la connaissait. Et sur le journal Loto, j'avais vu les 4 OM qui couraient les Targa Florio. Avec Rosa, Minoya, Morandi et Balestrero. Et les OM étaient inconnus en France. Et tout de suite, j'ai eu envie d'une OM, parce qu'elle n'était pas connue en France. Là, vous avez une Dirsan. Dirsan a fait les 3 roues. Il a fait 4 ou 5 voitures à 4 roues. C'est une des 4 roues Dirsan. Pièce rarissime, moteur à compresseur. À côté, mais vous avez la 8 cylindres Busciali, Vexion en Alpax. Il y avait également chez Bugatti la 57 SC compresseur. Basse, petite, collée au sol, avec son petit radiateur pointu. Un magnifique bout d'échappement. Les Américains ont fait des voitures de rêve en 60, nous on en a fait en 30. Mais tout ça, c'est la fine fleur d'automobile. C'est celle que j'aime, celle que j'ai toujours envie de posséder, parce que je les aime, mais j'aime les posséder. Dans la période 57-62, j'en achetais plus d'une par semaine. C'est d'ailleurs de la folie, c'est de la mégalomanie. Vous achetez tout, quoi. Non, je n'achète pas tout. Il y a des voitures dont je rêve. Par exemple, j'ai rêvé d'une Bignan. La fameuse 2 litres Bignan type Le Mans. J'ai mis 3 ans à trouver une Bignan. Et puis, ce qu'il allait me la vendre, il n'allait pas me la vendre. Alors, pendant une semaine, j'avais écrit au gars, je dormais pas, je pensais ce Bignan, est-ce que j'allais l'avoir? Enfin, finalement, il a dit oui. Je lui ai envoyé l'argent et j'ai envoyé chercher Bignan, je ne l'avais pas vue. Bah, quand elle est arrivée, qu'on a soulevé la poche du camion, c'était une émotion. C'est bien la Bignan et le modèle que j'attendais enfin, elle était là. Mon rêve de 3 ans, j'avais ma Bignan. On l'a descendue, je l'ai regardée, et le soir, j'avais envie d'une Farman. Ça coûte cher? Non. C'est-à-dire que nous parlons, collectionneurs, nous avons pris comme principe de jamais parler d'argent. Nous parlons en temps. Ça coûte du temps, il faut 1000 heures pour refaire une voiture, une très belle, avec beaucoup de travail, il faut 2000 heures si on part d'une épave. Une voiture quelconque où il y a simplement un coup de peinture, il faut 200 heures. Et puis un petit peu de mécanique. Alors parlez en heures, traduisez les heures comme vous voulez. J'ai toujours refusé de parler d'argent. Mais on a toujours des rêves à sa hauteur. Un homme a toujours 2 rêves. Le grand, l'inaccessible, qui n'aura jamais, et l'autre, celui qu'il peut réaliser. Et alors, pour le réaliser, il cherche à se surpasser. Il cherche à travailler plus, à gagner plus d'argent et à avoir les moyens de le faire. Le ressort profond, c'est quand l'homme n'a plus faim, il a toujours peur de s'ennuyer. Il cherche toujours un palliatif à son ennui. Et je vois que les passions, c'est ce qui élimine l'ennui. Et en même temps, je crois que je me prépare une vieillesse agréable, une vieillesse heureuse. C'est une passion d'homme heureux que vous avez. C'est une passion d'homme heureux, un homme qui n'a pas faim, qui n'a plus faim. Est-ce que vous n'arrivez pas à saturation? Est-ce que l'ennui ne commence pas à venir? Non. Il n'y a jamais saturation, parce qu'on arrive, ce qu'on aime, on l'a à 90%, on l'a à 95%, on l'a à 98%, on l'a jamais à 100%. Et c'est l'attente des 2% qui vous manquent qui vous donne cette joie. Donc c'est le plaisir de les montrer à des gens qui les aiment, des gens qui les comprennent. Les montrant à des néophytes, ils vous diront « Ah, vous, c'est très bien pour faire plaisir ». Mais j'ai vu des passionnés, j'ai vu des gens arriver devant une voiture, lever les bras au ciel, être grossiers, complètement suffoqués. Ça fait plaisir. Mais là, il faut qu'il y en ait d'autres qui les aiment pour avoir ça. Enfin, quand tout sera décompté, il m'en restera une centaine, celles que j'aime, celles dont j'ai eu envie, les belles, les courses, les compresseurs, celles qui font du bruit, celles qui font de l'impression. C'est une question d'avoir ce que j'aime. Bon, un jour, il n'y aura peut-être plus qu'un seul collectionneur au monde, ce sera moi. Je serai peut-être vieux âgé dans un coin, avec une canne et puis une barbe blanche, mais je vivrai dans celle que j'aime. Même s'il n'y a plus que moi qui les aime, quelle importance.
la chose.